L'idéal, ce serait par exemple que les sophrologues travaillent en concertation avec l'équipe médicale, tout comme les kinés. C'est pas l'idéal, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable, Madame bien Fraisse, sûr. vous travaillez en concertation? Bien sûr. De toute façon, le sophrologue travaille avec les équipes médicales. Il travaille avec les équipes médicales parce que, de toute façon, en aucun cas, un sophrologue ne peut se substituer à cette équipe. C'est un maillon de la chaîne, vous l'avez bien dit. Et d'ailleurs, on va retrouver beaucoup des sophrologues dans les centres antidouleurs de plus en plus. On va les retrouver dans les centres de rhumato, en milieu hospitalier. Il faut comprendre que dans ce cadre-là, le sophrologue, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un qui va apporter un soin de support à la prise en charge médicale. Et donc, qu'elle soit en rhumatologie ou même parfois en accompagnement psychologique pour des personnes qui viennent d'apprendre, qui viennent d'être diagnostiquées et qui ont un peu de problèmes à faire face. Donc, le sophrologue en équipe pluridisciplinaire, bien évidemment. Vous allez trouver aussi les sophrologues de façon un peu différente dans les cabinets de ville, puisque le sophrologue est aussi un libéral. Là, il interviendra de toute façon en complément avec un rhumatologue. C'est souvent le rhumatologue de ville qui va envoyer son patient chez le sophrologue. Merci. Alors juste une petite précision pour les personnes qui sont ici présentes. Donc on a dit dans les centres antidouleurs, tout ce qui est sophrologue en cabinet libéraux, vous pouvez aller sur le site de la Chambre syndicale de la sophrologie où là vous aurez un annuaire qui est valable sur toute la France où vous allez trouver des adresses de sophrologues. Merci. Donc nous parlons de la douleur, mais avec la douleur, il y a également la fatigue. Donc, docteur Bréville, après la douleur, la fatigue, est-ce que la médecine explique ce sentiment d'intense fatigue décrite par les patients? Et c'est vraiment ça, hein? Oui. J'ai vécu. Comme je l'ai dit au début, c'est encore oui et non. J'ai pas de chance parce que moi, on me fait parler que des trucs impalpables. La douleur qu'on ne mesure pas, la fatigue qu'on ne mesure pas, la douleur dont on ne connaît pas très bien le mécanisme, la fatigue dont on ne connaît pas très bien le mécanisme. Alors on commence à le connaître, hein, c'est clair. On commence à avoir des pistes sur les mécanismes de la fatigue. On sait qu'il y a les protéines de l'inflammation qui sont responsables de la fatigue. On sait qu'il y a certaines zones du cerveau, le thalamus, le lobe frontal, l'hypophyse, l'hypophyse, je dis bien, qui ont un rôle dans la fatigue, mais en fait, on ne sait pas très bien quel est ce rôle, on ne sait pas très bien quel est le mécanisme. On sait qu'il y a des médiateurs chimiques, comme la sérotonine, comme les cytokines, donc tout un tas de machins dont on sait que ça joue sur la fatigue, mais qui pour l'instant n'ont débouché sur aucune application pratique. On sait aussi que l'inflammation chronique, ça fatigue. On sait que le manque de sommeil, mais ça c'est une telle évidence que j'ose pas le dire, le manque de sommeil, ça fatigue. La douleur, ça fatigue. Donc il y a tout un tas d'éléments qui entrent en jeu dans la fatigue. Et puis vous avez la douleur physique. En fait, qu'est-ce que c'est que la fatigue? Parce qu'on ne l'a pas défini. Qu'est-ce que c'est que la fatigue? La fatigue, c'est le manque d'énergie pour faire ce qu'on veut faire. C'est la perte de la volonté par rapport à ce qu'on veut faire. On veut, mais on ne peut pas. Et on ne peut pas pourquoi? On ne peut pas parce qu'on est fatigué physiquement, ce sont les muscles qui ne répondent pas. On ne peut pas parce qu'on a mal, parce que dès qu'on va bouger, on va avoir mal. En ne se rendant pas compte, parce qu'on ne vous l'a pas dit, qu'il va falloir passer ce cap de la douleur à la mobilisation pour arriver à la mobilisation sans la douleur. Ça peut être la fatigue psychologique, parce que quand on n'a plus envie de faire, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on a des soucis à la maison, des soucis au travail, donc il y a la fatigue physique, la fatigue psychologique, pardon. Et donc ce sont tous ces éléments qui entrent en jeu, et comme souvent en médecine, il n'y a pas un élément à l'origine de la fatigue, il y a une multitude de petits facteurs qui aboutissent à la grande fatigue. Là encore, c'est assez difficile à traiter. Être moins fatigué, oui, on peut, mais là encore, il y a des recettes, il y a des choses à savoir faire. Et puis savoir faire la distinction entre la fatigue physique et la fatigue psychologique. On a tendance à dire, c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même assez vrai. La fatigue physique, c'est que quand vous allez faire un effort, vous vous réveillez le matin, vous êtes en pleine forme, et puis vous faites des efforts, et puis plus ça va, plus vous sentez que vous êtes fatigué, et puis vous vous reposez, et puis vous passez une bonne nuit de sommeil, et le lendemain matin, vous allez bien. Ça, c'est ce qu'on va appeler la fatigue physique. Et puis la fatigue psychologique, vous voyez le matin, vous dites « Ah là 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 là, il va encore falloir que je fasse ci, il va encore falloir que je fasse ça. J'ai sommeil, je suis fatigué, j'ai pas envie de sortir de mon lit, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de marcher. » Ça, on est plutôt dans la fatigue psychologique. Et paradoxalement, cette fatigue psychologique, elle va diminuer au fur et à mesure que vous allez bouger. Pour réapparaître en fin de journée, mais dans un premier temps, elle va diminuer.
Donc vous voyez que c'est souvent multifactoriel. Alors vous qui êtes douloureux chronique, il est probable que vous avez un certain nombre de fois un sacré coup au moral et que du coup vous dites allez, je vais encore avoir mal, donc je ne me lève pas, donc je ne fais pas, etc. Tout est intriqué. Il faut savoir lutter contre tout. Et là encore, on a des moyens de lutter contre cette fatigue psychologique. Encore faut-il les connaître et encore faut-il vouloir les mettre en action. Y compris de la part du patient. Car si on dit à un patient, vous êtes fatigué, c'est en partie psychologique, il dit, oui, mais attendez, moi j'ai une polyarthrite, hein, donc j'ai des bonnes raisons d'avoir mal. Ben oui, mais c'est pas parce qu'on a une polyarthrite qu'on n'a pas une autre raison d'être un petit peu fatigué. Et donc il faut que le patient accepte dans certains cas d'avoir un petit traitement chimique, ça peut être un petit antidépresseur léger, ça peut être des séances de psychothérapie, etc. Tout est bon encore là. Bien, merci. Monsieur Piette, quelques études ont montré que l'activité physique était efficace contre la fatigue. Mais quand la mobilité est gênée, que l'on souffre et que l'on a réduit ses activités, comment reprendre une activité suffisante ? Alors, reprendre une activité suffisante, plusieurs points à considérer. Le premier, c'est que cette reprise doit être précoce, le plus tôt possible, c'est-à-dire l'activité physique doit devenir un point assez important de la prise en charge et très vite. Il ne faut pas attendre que justement l'évolution soit trop avancée pour pouvoir s'en préoccuper, il faut le faire avant. Donc premier point, c'est la précocité, il faut le faire très très vite. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit fait dans des conditions favorables, et j'entends par conditions favorables deux choses. Conditions favorables du point de vue de la maladie, donc ça doit être quelque chose qui doit être discuté avec le médecin par rapport aux phases inflammatoires, c'est-à-dire à la position, à la situation dans laquelle vous êtes médicalement, et puis conditions favorables également sur l'entourage. Les Canadiens ont beaucoup étudié le sujet sur l'activité physique et la douleur n'est pas le seul frein en fait à la reprise de l'activité physique, il y en a plein d'autres. La première, ce sont souvent les conditions, l'environnement familial par exemple. Il faut que vous soyez soutenu, il faut des soutiens, il faut que tout le monde soit partie prenante de cette activité physique, tout le monde comprenne bien les tenants, les aboutissants, la volonté et puis l'organisation, donc que vous ne soyez pas, on va dire, en opposition ou pas soutenu par les gens qui vous entourent. Le deuxième point au niveau conditions favorables, c'est aussi l'environnement matériel. J'habite où, je vis où, j'ai quoi autour de moi, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, comment je vais m'y prendre. Ce sont des sujets auxquels on ne pense pas forcément, mais qui ne sont pas faciles. Vous êtes quelquefois dans des situations, dans des quartiers dans lesquels vous dites qu'est-ce que je peux faire moi ici, je suis obligé de me déplacer, je suis obligé de prendre ma voiture, je suis obligé d'aller loin, je suis obligé de voir quelqu'un. Donc ça, c'est des choses qui doivent être discutées et toutes ces difficultés en fait, doivent être résolues les unes après les autres. Donc environnement matériel, quelquefois environnement financier. Si j'ai une activité qui m'intéresse, combien ça va me coûter, comment est-ce que je peux faire, est-ce que je dois le faire plutôt en individuel ou plutôt en groupe, voilà toute une liste de questions qui doivent être éludées donc pour que les conditions soient le plus favorables possible. Si vous n'êtes pas dans des conditions favorables, si les gens ne se sentent pas bien, n'ont pas tout sous la main, ça sera très très vite une des fonctions qui va s'effacer et qui va disparaître en fait de la prise en charge assez rapidement. Donc il faut vraiment faire attention à ces conditions. Le troisième point, c'est qu'elle doit être progressive. C'est-à-dire pas question de se lancer dans tout et n'importe quoi. Là, il faut être accompagné et il y a souvent un tâtonnement, c'est-à-dire qu'on va lancer une activité après discussion et puis un accord sur le type d'activité qui va être fait. Il va falloir faire un peu essai-erreur quand même. Hein. C'est-à-dire on va essayer à un certain volume, à une certaine durée et puis on va voir ce qui se passe. En commençant de façon, on va dire, fragmentée, de façon ponctuelle, de façon assez courte, et petit à petit pour trouver un petit peu son rythme de croisière, c'est-à-dire de trouver la bonne formule qui va bien. Et ça va demander du temps et aussi de la discussion avec son médecin, avec son thérapeute. C'est-à-dire à chaque fois, on va interroger sur qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des douleurs, pas de douleurs, est-ce que c'était facile, pas facile, quels ont été les inconvénients, les avantages, est-ce qu'il faut rectifier, est-ce qu'il faut s'orienter, est-ce qu'il faut augmenter, est-ce qu'il faut diminuer, est-ce qu'il faut changer de type d'activité. Tout ça, c'est discuté jusqu'à ce que chacun, en fait, trouve, on va dire, son activité. Sur les personnes qui travaillent avec moi et que j'accompagne sur ce terrain-là, il n'y en a pas un, en fait, qui a le même type d'activité, c'est-à-dire chacun a trouvé finalement sa voie,
quelque part, en essayant, quelquefois en régressant, en disant ben non, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, donc je vais changer, je vais repartir sur autre chose. Je faisais de la marche, ça ne me va pas, je m'ennuie, je préfère plutôt quelque chose de groupe, ça me va mieux. Je vais plutôt m'orienter sur quelque chose de moins tonique, sur le tai chi, je vais plutôt m'orienter sur quelque chose, on va dire, de plus intense, ou sur la natation, etc. Donc tout doit être discuté et ça doit être fait vraiment, c'est un programme à la carte qui est fait. Vraiment un programme à la carte, et à chaque fois, il faut essayer, voir si ça va, et si les gens trouvent leur bonheur et leur confort, l'amélioration de la qualité de vie dans l'exercice physique, donc qu'ils auront choisi, et avec lesquels ils auront pu discuter avec leur thérapeute, leur kiné, et puis le médecin, et toute l'équipe en fait qui va les suivre. Merci. Madame Fraisse, est-ce que la sophrologie réduit la fatigue ressentie dans les rhumatismes inflammatoires chroniques? Alors, comme nous l'avons évoqué sur la question par rapport à la douleur, la sophrologie peut abaisser le seuil de tension. On parle bien du seuil de tension physique, donc elle va abaisser le seuil de stress, et toute cette énergie va pouvoir servir simplement à la réalisation des activités journalières. La sophrologie peut permettre aussi ce qu'on appelle la restauration de la récupération. Il y existe en sophrologie des techniques, notamment la sieste flash, qui est une technique qui est très utilisée par les navigateurs en solitaire, qui eux ne peuvent pas se permettre de dormir sur une vraie nuit. Ils vont avoir plusieurs fois dans l'heure des petits moments, des dizaines de minutes pour pouvoir récupérer. Et c'est une technique qui est très très prisée, qui en quelques minutes de pratique va permettre à la personne de récupérer la vigilance, la concentration dont il peut avoir besoin, notamment pour nos navigateurs dans leur course au long cours. Il faut aussi préciser que la sophrologie, la pratique de la sophrologie, on dit que 20 minutes de pratique au niveau sophroluminal peut apporter une récupération à peu près équivalente à 2 heures de sommeil profond. Ça veut dire que savoir aussi ponctuer ces journées de moments de calme et de récupération en travaillant sur certaines techniques va aussi vous permettre de repartir en énergie pour la journée. Et c'est un cercle vicieux, comme on l'a dit tout à l'heure, comme pour la douleur. À partir du moment où je me couche, non pas en pleine forme, mais reposée, mon sommeil n'en sera que mieux, puisque je n'aurai pas cette appréhension de me dire « oh là là, ça y est, je vais aller me coucher, je vais avoir mal, je ne vais pas dormir, je vais me lever réveillé, je vais me lever fatigué » et on court dans un cercle. Donc c'est très important d'arriver à aussi profiter dans la journée de petits moments pour arriver à poser son corps et à récupérer.